Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. On compte déjà plus de 2000 morts dans la région. Au Liban, 800 000 personnes ont été forcées de tout quitter du jour au lendemain. Et dès le premier jour des frappes, une école primaire de filles à Minab, dans le sud de l'Iran, s'est faite bombarder alors que ces dernières étaient en classe. Cette frappe a tué au moins 168 personnes, principalement des écolières âgées de 7 à 12 ans selon l'UNICEF. Pendant que les États négocient, que les experts débattent de stratégie militaire à coup d'analyse géopolitique, une question reste en suspens: quelles conséquences sur les populations locales? Derrière les chiffres, les constats froids, les images de missiles éclairant le ciel, qui met des noms, des histoires, des visages sur les premières victimes de ces guerres? Sepideh Farsi est réalisatrice iranienne. Elle vit en exil en France depuis plus de 40 ans. Entre fiction, documentaire ou encore film d'animation, Sepideh Farsi aime parler de celles et ceux qui résistent en silence ou non. Son dernier film, c'est une correspondance filmée pendant plus d'1 an avec Fatma Hassona, jeune photojournaliste gazaoui, assassinée par une frappe israélienne le 16 avril 2025. Sepideh Farsi, bonjour, merci d'être avec nous. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre travail, est-ce que vous pourriez, comment vous pourriez le qualifier? Je fais des images, principalement des films. J'ai commencé avec la photo. Je détourne les images à ma façon, on va dire, pour faire des films, ou je crée peut-être, mais en tout cas le médium des images, pour faire un cinéma personnel, un cinéma qui est souvent militant, et un cinéma d'émotion, parfois avec des bouts de ficelle, parfois avec de grands moyens, ça dépend. En fait, je prends ce qu'il faut pour faire ce que je veux faire. Vous avez quitté l'Iran en 1984, c'est bien ça? Oui. Pour quelles raisons vous avez été contrainte à l'exil? J'ai été arrêtée par le régime pour des activités dissidentes, parce que j'ai aidé une personne qui était recherchée justement par le régime et qui a été arrêtée chez moi suite à une dénonciation sous la torture, hein, je tiens à le préciser, c'était pas... on ne donnait pas des fleurs, hein, à l'époque. Donc du coup, elle a été arrêtée, moi, à cause du refuge enfin, du fait que je l'ai cachée chez moi, et même ma mère. Et moi, j'ai passé presque 1 an en prison. Donc j'avais 16 ans, et suite à cette année d'emprisonnement, j'ai pratiquement perdu tous mes droits. C'est-à-dire que je ne pouvais plus retourner au lycée. Et ensuite, quand j'ai quand même passé le bac en candidate libre, je ne pouvais pas aller à l'université, malgré le fait que j'avais les qualifications scientifiques. Et du coup, je suis partie pour pouvoir vivre, faire mes études. On l'a dit, vous faites des films que vous qualifiez aussi de militants. Donc, il y avait déjà en vous cette envie de vous battre contre le régime à cette époque-là, adolescente. Ah oui, le fait que le régime iranien ou la République islamique, selon la formulation officielle, c'était pas ce qu'on avait cherché quand on s'est mobilisé contre la monarchie. C'était très évident. En fait, dans ma famille, moi j'étais petite adolescente, voilà, à 13 ans. J'avais 13 ans quand la révolution est... Enfin, ce qu'on appelle la révolution. Donc, quand la monarchie a chuté, enfin, le Shah est parti et que Khomeini est arrivé, mais on a basculé, en fait, pratiquement de suite d'une dissidence contre le Shah à une autre dissidence contre Khomeini, dans ma famille, en tout cas. Le fait que c'était une erreur et que c'était un hijack politique, c'était clair. Mais on ne pensait pas que ça allait aller aussi loin, que ça allait être aussi terrible, que voilà, on est quoi, 47 ans après, ça continue toujours encore. Donc oui, l'idée de la dissidence, j'ai grandi dedans, j'ai évolué dedans, et après, j'avais 16 ans quand j'ai découvert le cinéma, mais comme je disais, j'ai commencé avec la photo. J'avais 16 ans quand on a cassé mon appareil photo dans la rue, les Bassidji. J'étais en train de photographier une manif. Pour moi, c'était naturel de photographier une manif, mais apparemment pas pour eux. Donc, j'ai connu que ça, en fait. Et j'ai connu donc l'interdiction des films, le fait de ne pas avoir accès, parce que la deuxième partie de mon adolescence et jusqu'à mon départ en Iran, c'était les années de ce qu'on appelle la révolution culturelle, enfin ce que le régime a appelé là. C'est 3-4 années de fermeture d'université, donc
Alors, il faut que les années, pratiquement, enfin, dans les mois qui ont suivi la Révolution, si je ne me trompe pas, en 79 déjà, elles étaient fermées, donc il y a eu des purges. Et puis, c'était pas que les universités, c'était aussi tout le système, c'est-à-dire que la censure, donc les livres qui étaient interdits, qu'on retirait des rayons, les films qui étaient censurés ou complètement interdits ou en partie coupés, la musique. Donc, c'était... il y avait la culture révolutionnaire, il y avait la culture subversive. Donc, selon les catégories, donc, on était traité d'une manière ou d'une autre. Donc, et l'idée de vouloir être cinéaste m'est venue donc à 16 ans, quand j'ai découvert le cinéma dans un cours de cinéma, mais j'ai pas pu y arriver, en fait, puisque j'ai jamais pu étudier le cinéma et j'ai pas pu faire des films jusqu'à quasiment mes 30 ans. 94, on va dire. J'ai fait mon premier court-métrage, j'avais presque 30 ans. Donc voilà, donc en fait, oui, l'idée de détourner l'image, de faire un cinéma militant, pas que militant, puisque je suis quand même très préoccupée par la forme, par le contenu, au-delà de l'expression politique pour moi, c'est un tout. C'est une cohabitation, en fait. Lorsque l'œuvre est réussie, c'est une cohabitation réussie entre la forme, le fond et justement l'engagement. Alors, vous avez démarré le cinéma assez tard. Qu'est-ce qui vous a amené justement au cinéma ? La décision était prise en fait de vouloir faire des films, mais j'ai mis du temps avant d'y arriver, puisque j'ai passé le concours de la Fémis, j'ai pas pu y entrer, j'ai été finaliste 2 fois. Enfin bon, il y a pas mal de péripéties. J'ai essayé d'aller à New York, à Berlin pour étudier le cinéma, mais c'est pas évident quand vous devez gagner votre vie, que vous avez des problèmes de papier, de langue, d'argent. Et le cinéma, c'est pas un art qui, voilà, c'est un art qui coûte cher. C'est un médium, on va dire, qui coûte cher. Donc du coup, j'ai quand même mis du temps avant de pouvoir faire mon premier film. Mais l'idée d'écrire des projets et d'essayer de faire de l'assistanat, enfin apprendre le métier, ça c'était déjà là depuis mes 16 ans. Mais j'ai mis du temps avant d'y arriver. J'ai fait des maths, j'ai été prof de maths, voilà, pendant presque 10 ans. J'ai enseigné, donc il y a eu des chemins de traverse, on va dire. D'accord. Alors, ces dernières années, le peuple d'Iran s'est révolté contre le régime. On se souvient notamment de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, dont nous avions déjà parlé ici, qui a donné suite à des soulèvements de grande ampleur partout dans le pays. Depuis décembre 2025, des protestations aussi et une répression sanguinaire. Et enfin, le 28 février dernier, les États-Unis et Israël qui décident d'entrer en guerre contre votre pays et de supprimer le chef du régime Khamenei. Quelle a été votre première pensée en apprenant le début de cette guerre ? Alors, je voudrais d'abord faire une digression, mais qui est importante à mon sens. Les révoltes des Iraniennes et des Iraniens n'ont pas commencé en 2022. En fait, en réalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ma famille, on n'a jamais été pour. Ça s'est jamais arrêté. Et même en Iran, enfin, pour prendre des moments historiques très précis, la première manifestation des femmes contre le voile obligatoire, c'est le 8 mars 79. C'est moins d'un mois après l'arrivée, la date officielle de la prise de pouvoir de Khomeini. Donc, en février 79, c'est l'instauration de la République islamique, on va dire. Et donc, le 8 mars, elles sont déjà dans les rues. Et ces vagues de contestation ont continué, ne se sont jamais arrêtées, sauf qu'il y a eu des moments plus difficiles et où la contestation était plus souterraine, plus étouffée, donc 81, ensuite entre 1980 et le début de la guerre, Irak-Iran, je dis bien Irak-Iran parce que c'est l'Irak qui a attaqué. Je trouve que c'est important de dire qui attaque, d'ailleurs pour arriver à votre question, c'est vrai que c'est Israël et les États-Unis qui ont attaqué l'Iran le 28 février, en juin 2025 aussi. C'est intéressant et c'est important de dire qui commence le conflit. Après, le pourquoi, c'est autre chose. Et donc, les vagues se succèdent. Donc, il y en a encore en 2009, il y en a en 2017, 2019. 2009, c'est la vague verte.
sur laquelle j'ai d'ailleurs fait deux films de fiction et documentaire de façon différente. Je l'ai traité. Red Rose côté fiction et puis Téhéran sans autorisation en documentaire. 2017, c'est encore le mouvement des filles de l'avenue de la Révolution, encore une fois à la fois contre le voile obligatoire, mais c'est aussi contre la vie chère. C'est ça aussi qui démarre le mouvement, puisqu'il y a une augmentation du prix des œufs. En 2019, c'est l'augmentation du prix des carburants. Et à chaque fois, en fait, les gens débordent du cadre initial et attaquent ou lancent des slogans contre le régime. Et pour arriver à votre question, quel est mon sentiment ? Moi, je suis inquiète, en général, pour l'avenir de l'Iran. Je ne suis pas sûre que... Je suis même quasi certaine que ce ne soit pas le meilleur moyen qu'on ait d'aller vers un Iran démocratique. C'est-à-dire que les bombes, à mon sens, n'amènent pas la démocratie. Et ce sont des attaques qui sont unilatérales contre les conventions internationales et en dépit des droits humains qui ne prennent pas en compte les dommages collatéraux côté iranien du tout, quasiment pas, à commencer par, dès le premier jour, justement, quand Khamenei a été éliminé, quelques heures avant, il y avait eu l'attaque sur l'école de filles de Minob, au sud de l'Iran, et où, ouais. Voilà. Donc, en fait, moi, je ne peux pas dire que j'ai été soulagée quand j'ai appris. C'est quelque chose d'étrange, c'est un sentiment... mixte et très complexe. C'est ni de la tristesse, ni de la joie, ni même un soulagement. C'est une sorte de stupeur. En effet, Khamenei symbolisait une tyrannie. Lui avait les règnes du pays pendant presque 37 ans, mais bon, il était vraiment, depuis la mort de Khomeini, le symbole à la tête de la République islamique et symbolisait cette idée de Vali Farid, c'est-à-dire du guide suprême. Et bien entendu, en le faisant tomber, en l'éliminant, il s'est passé quelque chose. Ça a dû déstabiliser. Mais ça ne fait pas chuter le régime. On l'a bien vu qu'il tient tête encore. À peine Ali Khamenei éliminé, quelques jours après, on nommait son fils Mojtaba Khamenei à la tête du système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système qui est quand même tenu par les gardiens de la Révolution, qui ont le monopole sur l'économie du pays, qui ont le pouvoir, qui ont des armes, beaucoup même. Et donc, je suis encore dans la sidération, à savoir, avec cette guerre qui a maintenant plus de 2 semaines, cette phase actuelle, là, de dernier épisode des attaques, parce que c'est une guerre larvée qui continue depuis des années. Est-ce que le régime va tomber et de quelle manière, en fait, on vivra la suite ? C'est ça qui m'inquiète. Donc, plus que mes sentiments... C'est un symbole qui s'effondre, mais pas forcément le régime, en fait. Exactement. Pour l'instant, c'est ça. On en est à voir, avec surtout les exemples qu'on a vus. Les États-Unis, le contexte est totalement différent, mais je veux dire, on voit quand, avec Maduro, ce qui s'est passé. Il a été kidnappé, il est soi-disant à New York, je ne sais pas où il se trouve actuellement, mais a priori, ce serait ça, alors que le régime continue. Quelqu'un d'autre a été mis à sa place, un autre pion, et voilà, le système n'a pas changé. Je crains ça, moi je crains ça en Iran, je crains qu'on arrive à une sorte d'enlisement, d'intervention militaire qui, côté iranien, est en train de détruire le pays et de faire d'énormément de dommages et de morts civiles. Certes, il y a des têtes qui sont éliminées, bien sûr, mais au prix de quoi, en fait, là, le pays est en train d'être rasé. Ce qu'on voit d'ici, c'est beaucoup moins que ce que l'on entend des gens quand on a quand même des contacts avec des amis ou les témoignages qui arrivent à sortir, qui nous arrivent, font état de dégâts beaucoup plus importants que ce qu'on veut bien en parler ici dans les médias. Donc moi, je crains ça. On voit ce que ça a donné à Gaza. Encore une fois, ça n'est pas comparable avec l'Iran, mais je veux dire, moi, je crains qu'on laisse un champ de ruines. Si le régime chute et que l'Iran est rasé entièrement, comment vont faire les Iraniens ? C'est ça aussi la question. C'est la suite qu'il faut envisager. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas eu de réflexion là-dessus.